Le Club. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Salut Maïwen. Salut. Salut Hélène. Salut. Et salut Marion. Salut. Donc on est ensemble toutes les quatre pour à peu près 1 heure, peut-être plus si on est très bavarde et si on a beaucoup de choses à dire. Le concept, comme d'habitude, c'est de raconter ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce à quoi on a joué, qu'on ait aimé ou pas. Et voilà, c'est parti, le petit club. Le club, c'est maintenant. Vas-y Hélène, à toi. Moi, je voulais commencer par un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai lu il y a quelques mois. Ça s'appelle Le Soldat désaccordé. Et on a fait les coups de cœur avec les collègues. Je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir aimé. L'auteur, c'est Gilles Marchand. Ça se passe juste après la Première Guerre mondiale. Et donc, on suit un homme qui rentre du front. Donc, lui, il a été blessé en sa chair. Il a perdu un bras. Et il va avoir beaucoup de mal à sortir de cette guerre. Et donc, du coup, il va, comme travail, se mettre au service des familles qui cherchent des soldats disparus. Donc, c'est toute cette démarche qu'il y a. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est très humaniste. Donc, c'est un peu dur parce que ça parle de la guerre. Mais au-delà de ça, donc, effectivement, je reviens sur l'histoire. Entre autres, il va rencontrer des parents qui sont à la recherche de leur fils, qui, lui, en plus, était parti avec une fille juste au moment de la guerre. Donc, il y a une histoire d'amour là-dessus. Mais il y a beaucoup de phrases que j'ai notées, que j'ai bien aimées. Il y a un petit côté un peu drôle. J'en ai une que je peux vous noter. Là, il parle des Allemands. Et il dit « Certains les insultaient, d'autres leur parlaient. Moi, j'évitais. Et ils nous ressemblaient trop. Et puis, ça se voyait qu'ils étaient perdus, qu'ils avaient des poux tout comme nous. Je ne voulais pas prendre le risque de trouver les Allemands sympathiques. Si on avait su qu'un Boche, c'était rien qu'un Français qui parlait allemand, on aurait du mal à continuer à leur tirer dessus. » Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Oui, effectivement, j'ai vu, t'es pas la seule à avoir aimé. Il avait eu de très très bonnes critiques, ça avait l'air très bien. C'est assez fort, non, en termes de lecture, Ouais, c'est pas très long comme roman, mais donc oui, il y a cette histoire un peu d'amour en filigrane, et puis donc toutes ces recherches, c'est aussi ça parle de la culpabilité. Là, le gars, il a été blessé au début de la guerre, mais il y a tellement cet esprit de groupe, cet esprit, si je suis rentre, je vais être un planqué, qu'est-ce qu'on va dire de moi. À l'époque, les gars qui partaient pas au front, ils étaient montrés du doigt. Donc j'ai trouvé bien au niveau de la psychologie du personnage. Lui-même aussi, il est en couple, il a du mal à retrouver sa femme après être resté au front. Ouais, j'ai bien aimé. C'est français ? C'est français, ouais, Gilles Marchand. Et j'en profite, j'en ai un deuxième un peu sur le même thème, après on pourra parler d'autre chose que de la guerre. Là c'est anglais, ça s'appelle Les Ardents, c'est Alice Wynne. Et j'ai beaucoup aimé aussi, là c'est un roman qui est plus conséquent. Et là on va suivre des jeunes hommes qui sont dans une école anglaise un peu du style Eton ou Cambridge. C'est pareil, c'est le début de la guerre, donc ils sont tous là, on y va pas. Et donc, c'est vrai que ça nous paraît insensé pour nous, mais les gars, ils veulent tous y aller, quoi. Ils ont 17 ans, ils signent quand même. Et on va suivre, entre autres, 2 très très bons amis qui sont très proches. Au début, on ne sait pas, ils savent même pas trop, eux, ce que ça veut dire être très proches. Et chacun va partir à la guerre, donc on va les suivre de leur côté. Et on va comprendre quand même qu'ils sont amoureux. Et du coup, c'est quand même assez mal vu à l'époque, donc il faut qu'ils gèrent ça. Pour le coup, celui-ci est assez violent parce qu'il y a toutes les façons de mourir à la guerre possibles. Donc voilà, on n'est pas épargné, c'est la Première Guerre mondiale. Mais on va suivre quand même toutes leurs relations et ils vont être séparés, comment ils vont se retrouver. Et j'ai trouvé ça très fort. Là, c'est un style plus littéraire, du coup, avec beaucoup de références anglaises. C'est aussi la vie de l'élite anglaise. Mais vraiment très bien aussi. Celui-là, il est pour adultes, c'est pas un roman ado. Non, pas d'ado. Non, tout à fait. Ouais, puis non. Mais ouais, Les Ardents d'Alice Wynne, j'ai vraiment bien aimé. Je voulais pas le lâcher. Après, on peut changer de sujet de la guerre. Je vous passe la main. Mais... Alors moi, je continue, c'est après-guerre. Mais après Seconde Guerre mondiale. C'est un manga qui s'appelle Couteau et piment vert de Yuki Isoya. Donc ça se passe en 1955 à peu près à Osaka, donc au Japon. Et donc on est dans cette période d'après-guerre et de grand basculement. En fait, l'héroïne, sa famille a un restaurant traditionnel, vraiment de cuisine japonaise. Et elle a décidé de faire des études et elle est rentrée en cuisine, mais dans un hôtel qui fait de la cuisine européenne. Sa spécialité, c'est les œufs. Elle fait les omelettes, ce qui se marie très bien avec la cuisine japonaise, donc c'est parfait. Et il y a beaucoup d'Américains qui sont encore sur place. Donc déjà, on sent très vite que c'est une vraie question, ce Japon post-Seconde Guerre mondiale avec la présence américaine et le côté, le Japon qui s'occidentalise en fait. Et il se trouve que pour sauver le restaurant familial, ils doivent nouer une alliance avec une autre famille qui possède des restaurants. Et sa petite sœur est censée épouser le fils de la famille, le fils aîné de la famille. Bon, finalement, c'est pas le fils aîné parce qu'il a d'autres plans, donc ça sera le fils cadet. Et sa petite sœur se fait la malle
Donc, il n'y a plus personne pour épouser le petit jeune. Et c'est à elle qu'on va demander de l'épouser. Sauf qu'elle, elle a 35 ans et lui, il en a 19. Donc déjà, on a un décalage assez marrant. Et lui, il est très austère. C'est quelqu'un il a 19 ans, mais il fait vraiment... Enfin, il est très sérieux pour son âge. Il a vraiment une vision sur le Japon d'après-guerre. Enfin, lui, il n'a pas connu, en fait, vraiment... il n'a pas fait la guerre. Il n'a pas connu cette période-là. Et donc, on sent qu'il a vraiment des idées très arrêtées sur le Japon d'après-guerre. Et en gros, c'est comment tous les deux ils vont arriver à s'entendre, parce que c'est une situation qu'aucun des deux n'a voulu. Ils se retrouvent dans ce mariage forcé. Et en même temps, c'est comment ils vont voir le pays et leur restaurant après la guerre, et comment on mélange traditions. Ils vont devoir recevoir des Américains, comment ils vont faire. Les cuisiniers qui sont là, des cuisiniers traditionnels, ne sont pas d'accord. Enfin, il y a pas mal de rebondissements comme ça. Et au-delà de l'histoire, où on sent quand même que les deux personnages vont finir par s'apprécier et développer des liens. Alors, je sais vraiment pas du tout comment ça va tourner, si ça va être une histoire d'amour vraiment, ou si c'est plus une histoire de respect et de relation amicale entre ce couple assez mal assorti en termes de caractère et d'âge. On sent vraiment que c'est tout un travail sur le Japon d'après-guerre et la difficulté quand même des gens de passer d'un pays qui était assez fermé sur ses traditions à un pays qui a été conquis et qui doit en fait gérer une ouverture pas forcément voulue. Et tout ça autour de la cuisine. Et il y a des recettes en plein milieu, parce que parfois elle fait des recettes en plein milieu de la nuit avec des restes. Et on a toujours les petites recettes, donc c'est super agréable. Ça donne faim, comme d'hab, avec les mangas qui parlent de nourriture. Mais c'est vraiment très agréable et c'est très bien documenté. Donc et c'est du manga adulte. Il y a combien de tomes pour l'instant ? Il y en a au moins 5 et c'est traduit en français au Lézard Noir. Et il y a au moins 5 tomes de sortie. Bon, après, est-ce qu'un manga qui parle de cuisine et qui ne propose pas de recettes de cuisine, c'est vraiment un manga qui parle de cuisine ? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'on a la spécialiste autour de la table des mangas. Le nombre de mangas que j'ai dans le fond avec des recettes de cuisine, mais ça marche bien. Les gens aiment beaucoup. Et j'ai des enfants qui testent, par exemple, avec Monsieur Matcha, qui reviennent avec le manga. C'est un tout petit manga où on suit un personnage qui tient un restaurant. Et il fait des petites recettes très simples. Et en fait, j'ai des enfants qui reviennent au club manga en disant j'ai testé la recette, et c'est trop bon. Donc voilà, c'est mignon. Ça donne trop faim ces mangas, c'est une catastrophe. Oui. Tu rentres de là, tu as fini de manger, tu finis le manga et tu as vraiment envie de te refaire des ramen, mais sauf qu'il est 23h et que tu n'as pas ce qu'il faut sous la main, donc c'est vraiment frustrant. L'immersion est totale, quoi. Complètement. Après, j'aurais dit, il y a les mangas qui parlent de cuisine, mais il y a aussi les séries asiatiques où tu vois les personnages déguster de délicieux plats, tu vois bouillir et tout ça, le truc, et toi t'es en mode, il est minuit. Est-ce que c'est l'heure de commencer à préparer des ramen Sachant que j'ai que des pâtes dans mon frigo. Ce sera des pâtes au bouillon de cube finalement. Mais il y a même des livres de cuisine qui reprennent dans les recettes, dans les dessins animés de Ghibli. Les ramen de la maman dans Ponyo, et donc ils redonnent la recette pour que le visuel ressemble à ce qui est dessiné par Miyazaki. Donc il y a vraiment un marché pour les recettes de cuisine. C'est qui le youtubeur qui est spécialisé là-dedans ? C'est Gastronogeek. Ah, c'est ça, oui, Gastronogeek, oui. J'aime bien suivre, et il fait autant des recettes de jeux vidéo, parce que Genshin, par exemple, Impact, il y a beaucoup de recettes de cuisine, et c'est vrai que du coup, il les reproduit, plein de recettes de cuisine et ça a l'air trop bon. Et il a fait des trucs inspirés d'Harry Potter, il a fait sur Game of Thrones. Tout ce qui est geek, on va dire, culture geek, ça a l'air trop bon. Il a fait bon. la recette du lard aussi dans Monster Hunter Wilds, il me semble. C'est sorti il y a très peu le jeu, mais il a déjà reproduit la recette. Et il me semble qu'il a sorti un livre du coup. Il y en a même, je crois, au moins 2. Je crois qu'il y en a au moins 2 parce qu'il doit y avoir des thèmes à l'intérieur. Et j'avais eu l'occasion de les feuilleter. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça a beau s'appeler Gastronogeek, honnêtement, c'est pas de la cuisine pour débutants. Ah, du tout. C'est assez complexe en fait. J'aime bien regarder ces vidéos, je ferai jamais parce que moi j'ai pas ce niveau-là en cuisine et pas cette patience non plus. Ouais, c'est assez impressionnant, quoi. C'est pas vraiment de la petite cuisine rapide. C'est gastronomique, ça rend bien avec son titre, quoi. Ouais. Donc voilà, couteau et piment vert. Alors moi, pour rester dans les thématiques pas très très cool, j'ai Ce que les corbeaux nous laissent de Sophie Lelier, à vérifier si c'est bien Lelier, si je n'écorche pas son nom. C'est une BD jeunesse qui se passe sur une période qui est plutôt et un lieu plutôt, on va dire, on est autour des Vikings. Les thématiques, on est sur le deuil, la sorcellerie, l'amour. On va suivre une famille, donc une maman avec ses 2 enfants
qui vit d'abord un drame dans un village. Et visiblement, elle est accusée de ce drame et elle va devoir fuir avec ses 2 garçons. Elle va être poursuivie par des personnes qui lui reprochent ce qui est arrivé au village. Et puis, un de ses fils va mourir. Et on va suivre le 2e fils, en fait, qui vit très très mal ce deuil. Et il y a tout ce qui est reconstruction. On a aussi la maman qui est un peu dans l'idée de magie. Ils sont hantés par ce frère qui, visiblement, est mort. On a son fantôme qui se promène parmi eux, qui a l'air d'un peu s'accrocher à eux. Il y a comment la maman elle se reconstruit, comment le fils qui est encore en vie et qui supporte pas d'être en vie alors que son frère est mort se reconstruit aussi. C'est très bien écrit, j'aime énormément le dessin qui est au final assez doux par rapport à la thématique, mais qui est très bien. Voilà, ça a été un de mes coups de cœur de l'année. En un tome ? En un tome, oui. Ouais. Et du coup, cette quête, elle va... est-ce qu'il y a un peu d'espoir à la fin ? Oui, ça évolue parce que c'est une reconstruction, quoi. Donc, petit à petit, on a les personnages qui vont toucher le fond à un moment donné et puis qui, petit à petit, on va dire, progressent. Et puis, je peux rien dire parce qu'à un moment donné, ils vont réussir à régler leurs problèmes. Mais voilà. Donc oui, on est sur du deuil, de la vengeance, de l'alcoolisme, rien ne va. Pour ados, voilà, coup, pour adultes. Pour ados. Pour ados. Oui. Moi, j'ai regardé une série, ça parle du deuil. Moi aussi, j'ai d'autres trucs sur le deuil. C'est une série Netflix, c'est un deuil. C'est un monsieur, en fait, qui est âgé de 70 ans à peu près. Et donc, il est dans le deuil de sa femme qui vient de mourir, etc. Et on voit dans son quotidien qu'il est vraiment seul et tout ça. Et un jour, il lit une annonce dans le journal. Et c'est pour devenir détective privé, en fait. Donc, il va être embauché pour s'infiltrer dans une maison de retraite de San Francisco. Et il va essayer de démasquer les soignants sont soupçonnés de maltraitance envers les résidents, etc. Et en fait, donc, au début, il va être assez distant avec les résidents et tout ça. Et il doit s'inventer une vie et aussi auprès de sa fille, il doit lui mentir en disant j'ai des nouvelles activités, etc. Mais franchement, la série est extrêmement bien et c'est... j'ai oublié son nom, mais c'est... l'acteur qui fait dans The Good Place le méchant, c'est celui qui a les cheveux blancs. Et c'est drôle du coup la ouais, série. C'est très 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 drôle. Et donc il va se lier d'amitié avec les personnes âgées de la maison de retraite. C'est Ted Danson, le nom que tu cherches. Et le titre de la série ? C'est Espion à l'ancienne. Et vraiment, on voit qu'il a le pape et il a été professeur de technologie à l'université. Donc, il est extrêmement bon en termes de... d'enquête. Non, pas de détective, vraiment. Mais, il parle bien, peut-être. Ouais, c'est ça, et il présente bien. Quoi, il est toujours et il va attirer les foudres... d'un autre résident qui est amoureux d'une dame, etc. Parce que c'est le nouveau, c'est entre guillemets le plus beau, donc du coup, des petites rivalités, tout ça. Mais... C'est comme le nouvel élève qui arrive au lycée et qui est un peu mystérieux. Mais en maison de retraite. C'est ça, mais franchement, c'est en une seule saison. J'ai regardé presque en une après-midi, tellement on a envie de savoir la suite, mais vraiment... ça change, quoi. Et puis ça montre aussi intéressant le regard qu'il y a sur les personnes âgées, le fait qu'elles soient en maison de retraite et que parfois elles n'aient pas de visite en fait, de leur famille, donc elles se retrouvent un peu isolées. Mais c'est plutôt drôle en fait, oui. Parce que là au départ, on était Bon, parti sur du sombre, mais c'est un petit côté... Il est dans le deuil de sa femme, et donc après il est un petit peu en froid avec sa fille qui comprend pas trop pourquoi en fait les affaires de sa mère ont été emballées si vite dans des caisses et évacuées au garage. Donc, ok, il y a ça. Mais ça va s'arranger dans la série. De quoi nous plomber le moral, Hélène ? T'avais l'air partie. Un autre truc sur le deuil, mais qui est très beau. Du coup, c'est une BD qui s'appelle Silence d'amour et c'est Mathieu Parciboula. J'ai déjà fait un coup de cœur dessus.
Et du coup, c'est une première BD. D'ailleurs, je conseille le podcast qui s'appelle La Veillée. Et du coup, c'est une soirée dans une salle de spectacle. Et donc, les personnes viennent sur scène pour faire raconter une histoire, une anecdote. Et donc, il y a un épisode qui parle de lui où il raconte qu'il s'est lancé dans la BD. Il se doutait bien que il mettrait beaucoup de temps. C'était son rêve d'être édité chez Casterman, mais voilà, il se considérait comme un petit auteur. Il n'arriverait pas. Et il y a tout un concours de circonstances et il a été édité. Donc là, Silence d'amour, pour le coup, ça parle de deuil, mais c'est très solaire, du coup. On suit un homme qui vient donc de perdre sa femme, qui est d'origine italienne et qui vient du coup de Sicile. Et donc, il décide de retourner sur cette île pour un peu tourner une page. Et donc, c'est vraiment une très belle Italie qu'on voit avec des couleurs très chaudes. Il y a pareil, il y a un fantôme léger de sa femme qui vient avec lui. Mais j'ai vraiment adoré l'immersion. Moi, j'aime beaucoup Alfred aussi, qui a beaucoup écrit sur des BD sur l'Italie, notamment Come Prima, que j'avais bien aimé. Et donc là, Silence d'amour, c'est romantique, effectivement c'est triste, mais c'est surtout les couleurs chaudes. L'Italie, ça donne vraiment envie d'aller là-bas, d'aller voir le volcan, les Vésuves. Après la cuisine, le voyage. Alors, moi, je vais rebondir sur les couleurs de la BD parce que j'ai eu un énorme coup de cœur en BD dernièrement. Je pense que ça va être mon coup de cœur de l'année. De Gaëlle Génillier qui a écrit Les fleurs de grand frère, qui a écrit aussi Jardin Paris. Donc là, elle a sorti récemment Minuit passé. Génillier, c'est une autrice que j'aime beaucoup au niveau de sa gestion des couleurs justement dans la BD. Je trouve que ces images sont toujours absolument magnifiques. Elle a un détail au niveau des tissus. Enfin, tu as toujours envie d'aller toucher les tissus, c'est tellement beau. Elle fait des tenues qui sont magnifiques aux personnages. Elle a toujours un travail autour des fleurs aussi et ça ressort vraiment... c'est assez floral comme art et ça ressort énormément dans sa façon de dessiner. Et donc, Minuit passé, on suit, il me semble qu'il s'appelle Guerlain, le personnage principal, qui est arrivé dans la maison de son enfance, qu'il a récupérée, il en a hérité. Il est là avec son fils et ils sont tous les deux dans cette maison. C'est un huis clos. Et c'est assez étrange parce que rapidement, on a 3 corbeaux qui s'invitent et on ne sait pas trop s'ils existent vraiment, si ce sont des ombres ou s'ils sont réels. Le petit garçon a l'air de les voir et ces 3 corbeaux, ils n'arrêtent pas de suivre le personnage principal et il y a l'air d'avoir quelque chose en lien avec son passé. Et en fait, on va suivre les 2 personnages. On est entre le trop mignon parce que c'est un papa avec son fils, ils lisent les histoires le soir. Le gamin, il est adorable. Et puis, il a des questions d'enfants et des réactions d'enfants. On suit aussi le personnage principal qui a régulièrement ses sœurs au téléphone ou sa femme. La particularité des BD de Génillier, c'est qu'on trouve toujours des personnages féminins très forts, qui ont souvent énormément d'importance dans le récit, qui sont chefs de famille, chefs d'entreprise. Enfin, il y a toujours un peu ces femmes qui, on va dire, sont des piliers dans le récit. Et donc, il les a au téléphone, mais il n'y a jamais d'autres personnes qui rentrent dans cette maison. Et à la fois, on a ce côté très angoissant la nuit avec des pétales de fleurs qui apparaissent tout le temps, ces 3 corbeaux qui les suivent. Voilà, j'ai énormément aimé. C'est un petit cocon tout doux, c'est un peu comme Jardin Paris, j'aime énormément. Grâce à Maïwenn, j'ai lu Les fleurs de grand frère et Jardin Paris. Et autant Les fleurs de grand frère, j'ai trouvé ça très triste. Donc on a un débat avec Maïwenn qui dit « Mais non, c'est pas si triste que ça. » Si, il me dit « Moi, j'ai trouvé ça très triste. » Et par contre, Jardin Paris, j'ai beaucoup aimé aussi. Effectivement, on retrouve ce que tu dis, c'est des personnages forts. Donc Jardin Paris, on est Paris début de siècle. Ouais. Si je me trompe pas, oui, c'est plutôt début de siècle. Et Jardin Paris, le jardin, c'est un cabaret. Et chaque fille qui danse dans le cabaret ont des noms de fleurs. Oui, donc, je vois maintenant que il y a Marguerite, il y a... Et le personnage principal, c'est Rose, c'est un jeune garçon qui est le fils de la tenancière de ce cabaret et qui se lance, parce que quand on commence la bande dessinée, c'est son premier show en fait. C'est son premier show sur scène et il va y prendre plaisir. Et il y a tout ce contraste, il adore s'habiller en femme, il adore mettre des robes, il adore cette scène. Mais en même temps, c'est un garçon, et puis il a un protecteur, donc c'est très doux, il n'y a pas du tout de morale, c'est vraiment très... Et les personnages féminins sont très forts et très beaux, il y a pas... Ouais, pour le coup, c'est très plaisant à lire, et la gestion des couleurs et comme tu dis, elle est vraiment très très belle. On a beaucoup de contrastes entre ombre et lumière, entre scène et coulisses. Elle joue beaucoup là-dessus sur faire tomber les lumières, sur les drapés, sur les vêtements. Il y a des vêtements. Il y a un moment, il y a Rose porte un vêtement, c'est un espèce de petit top et un petit corsaire.
bleu avec des paillettes. Mais alors, faire ressortir le côté paillettes en dessin sans que ça brille vraiment, c'est dur. Et alors là, il n'y a aucun problème, on voit les paillettes. Ça chatoie de partout, c'est beau, on a juste envie de faire « oh ». Moi, j'avais envie de toucher, c'est exactement ça. Moi, j'avais envie de toucher les vêtements de Rose parce que c'était vraiment très joli. Et c'est une histoire très douce. Très, très douce. Et là, pour le coup, pour ado, ça passe très bien, Jardin. Ado, mais nous, on l'a mis en adulte. Okay. Je pense que la thématique du cabaret est plutôt quand même adulte. Voilà. Minuit passé, on l'a mis en adulte aussi. Okay. Parce que c'est plus adulte, je pense, quand même, que jeunesse. Après, effectivement, la gestion des couleurs, même dans Minuit passé, comme on est dans une vieille maison, un vieux manoir, il y a un escalier magnifique, il y a ces couleurs qui rentrent par... il me semble qu'il y a quelques vitraux qui rentrent par les fenêtres avec... t'as l'impression d'y être, quoi, avec... il arrive dans cette maison qui était plus habitée, mais presque tu vois les grains de poussière partout, quoi, qui flottent dans les rayons de lumière. Enfin, voilà. J'adore. Elle est vraiment très douée. C'est vraiment très beau. Et puis les histoires correspondent au dessin, parce que parfois il y a des dessins très beaux et l'histoire est un peu plate. Ou parfois l'histoire est très bien, mais on est moins attiré d'une façon personnelle par le graphisme. Et là, c'est vrai que les deux sont bien. Donc, banco. Il y a un beau contraste aussi dans la bande dessinée The Deep Dark. C'est l'histoire en fait de une jeune fille qui a un très très lourd secret. Et donc toutes les nuits, elle est obligée d'aller dans la cave de chez sa grand-mère. Sa grand-mère qui est atteinte d'une maladie de personnes âgées. T'as décidé de faire des trucs que t'as décidé d'imiter Jérôme, toi, en fait. Non, pas du tout. Cet épisode va s'appeler « Jérôme fait des émules ». La dépression en fait, de Jérôme se propage. En fait, elle a sa vie à l'extérieur, mais elle est obligée de rentrer tous les soirs de secret-là. Et il y a une de ses connaissances qui va revenir dans le village, qui avait dû s'en aller, etc. On s'aperçoit on apprend au fur et à mesure du récit que son amie a dû partir à cause du secret de notre personnage principal. Sans en dire trop, on voit vraiment bien les contrastes de couleurs. Et après, Mag est obligée de rester dans le coin parce que je crois que c'est son oncle qui avait ce même secret s'est enfui avec secret et tu peux pas en dire plus. Mais il me semble que c'est une BD, c'est ma prochaine lecture. Elle a été nominée à Angoulême, enfin en tout cas elle faisait partie de la sélection Angoulême. Alors je sais pas où elle est arrivée à Angoulême, mais elle était dans la sélection, ça je suis sûre. C'est BD plutôt ado. Oui, c'est ça. Ça donne envie, en effet. Ouais. Puis en allant regarder les images, effectivement il y a un joli contraste d'utilisation du bleu, du rose, du blanc. Enfin ça a l'air vraiment plaisant. C'est sur ma table de chevet, mais c'est un énorme pavé. Du coup, j'ai pas osé encore me mettre dessus. C'est vraiment, elle est un peu balèze comme BD. Et BD ado du coup. Ouais, oui. Mais tu peux assommer quelqu'un avec, vu l'épaisseur. C'est vraiment une bonne idée. Ça donne une idée de l'épaisseur du bouquin, quoi. Donc si tu t'ennuies, tu peux la balancer à la tête de quelqu'un pour la assommer. Ouais, c'est un livre d'autodéfense aussi, quoi. C'est un argument de vente. Je sais pas si l'éditeur serait d'accord. Ouais. Moi, j'ai envie de parler de quelque chose de très différent. Alors, on va rester dans le domaine du pas drôle, même si en fait, c'est pas une question de tristesse, c'est de l'horreur, carrément. Ouais, je sens que je vous ai perdu autour de la table. Moi, je suis très fan d'un créateur de contenu qui s'appelle Ken Parsons, et sur YouTube notamment, il s'appelle Ken Pixel. Son truc à lui, c'est de faire des petits films, en fait, plein de petites séquences qu'il met en général dans le désordre, et mis bout à bout, ça fait une histoire complète. Et donc lui, c'est un créateur d'horreur. Il est très connu dans la sphère des backrooms. Alors, si vous ne connaissez pas les backrooms, moi, c'est un truc qui m'a fait flipper. C'est vraiment le truc qui me fait le plus peur au monde, je crois. C'est l'idée que dans certains jeux vidéo, tu peux faire ce qu'on appelle no clip. C'est-à-dire que tu peux passer à travers le jeu vidéo dans la texture du jeu. Et donc, c'est comme ça que parfois, tu arrives à avoir des secrets de conception, des trucs que les concepteurs ont cachés derrière des murs ou comment le jeu est construit. Et le concept des backrooms, c'est que tu peux faire ça dans la réalité. Si tu fais no clip dans la réalité, tu traverses la réalité et tu arrives dans les backrooms, donc dans les salles, dans les arrière-salles.
qui ressemblent, en fait, qui s'inspirent des concepts d'espaces liminaux, c'est-à-dire des grands endroits un peu vides dans lesquels on passe mais on ne vit pas. Par exemple, le hall d'un hôtel, des bureaux vides, un peu la galerie où on est à l'heure actuelle pour enregistrer le podcast. Tous ces lieux un peu étranges où tu sais qu'il y a des humains qui passent, mais en fait, c'est quand même très vide et c'est pas très rassurant et tu n'y passerais pas la nuit seul, quoi. Donc ça utilise ce genre de choses et à l'intérieur, tu ne peux pas en sortir. Ce sont des labyrinthes sans fin et potentiellement, il y a des choses pas sympas qui t'en veulent, des monstres dans l'imaginaire. Alors les backrooms, c'est très complexe. Il y a eu plein de périodes des backrooms, des gens qui se sont mis ensemble pour inventer des histoires pas croyables. Et Ken Parsons, lui, il est arrivé, il a tout foutu par terre et il a créé une série qui s'appelle Les Backrooms. C'est une série mais flippante à souhait. Et en fait, ça s'inspire beaucoup du found footage. Et le found footage, c'est comme le projet Blair Witch. C'est genre, on a retrouvé des caméras ou des films filmés, alors soit par des organisations, des entreprises pour documenter des recherches, soit des gens qui se promènent en forêt et puis il leur arrive un problème et puis voilà. Donc ça s'inspire beaucoup du found footage. C'est très en style, c'est très années 90 parce que ça se passe dans les années 90 souvent ce qu'il fait. Donc il y a une espèce de vieille esthétique VHS qui est très bien rendue. Donc il a fait cette série qui est vraiment flippante. Il en a fait une autre sur Oldview Valley qui est encore plus flippante si c'était possible. Et vraiment à chaque fois qu'il en sort une, je le regarde et c'est pas une blague parce que je m'en suis rendu compte. Je le regarde et je mets un truc entre moi et mon écran. C'est-à-dire que je suis cachée derrière un bouquin, cachée derrière une couverture. C'est physique en fait. Et je sais qu'il va se passer un truc qui va me faire flipper. Et c'est des ressorts. Et alors le plus étonnant là-dedans, c'est que Ken Pixel fait absolument tout en numérique. Il ne filme pas les gens en vrai, sauf à quelques exceptions quand il se filme lui-même pour des introductions, des conclusions. Mais toute la série des Backrooms et de Oldview Valley, c'est tout en numérique et c'est bluffant parce que vraiment on a l'impression qu'il a tourné ça pour de vrai. Il est vraiment très doué. Et il a fait la série des Backrooms, il avait 16 ans. Vraiment un super grand créateur. Et moi, je lui souhaite beaucoup de... Donc ça se voit sur YouTube, complètement gratuitement sur sa chaîne. Si vous voulez vous faire peur, allez-y. Et il a été repéré par le studio A24 qui produit les films d'horreur un peu les plus cool en ce moment, qui ont vraiment des concepts et qui ont vraiment des pattes qui sont très très bons. Donc ça inaugure du bon, parce qu'a priori, dans les petites rumeurs, c'est que A24 lui aurait commandé un film sur les Backrooms. Donc ça pourrait être très chouette, extrêmement flippant. Et je pense que Carole, dans la section cinéma, va, elle, beaucoup s'amuser avec ça. Mais je trouve ça impressionnant de voir que il était vraiment jeune quand il a commencé, parce que donc là maintenant il est un peu plus vieux. Mais il a tout fait tout seul sur un logiciel de montage, il a tout fait et... Par curiosité, allez voir une ou deux de ses vidéos et je vous mets au défi de trouver que c'est en numérique. Parce que franchement, moi, il a fallu qu'on me le dise pour que j'y croie, parce que sinon, j'étais persuadée que c'était déjà un studio complet qui avait filmé et qu'ils avaient filmé en décor réel. Donc voilà. Mais bon, allez, juste 2-3 minutes, le temps de vous faire un petit shoot d'adrénaline et puis après vous arrêtez. Bon, moi, j'aime pas du tout les trucs qui font peur parce que justement, ça me fait beaucoup trop peur. Donc, les seuls trucs qui font peur que je peux lire, c'est ce qui a été écrit pour les enfants parce que c'est mon degré de peur maximum. Donc, dans l'idée, j'ai lu Les Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell. On suit 2 jumeaux qui ont perdu leurs parents, qui sont en famille d'accueil. Ça se passe super bien. Ils sont contents d'être avec leur famille d'accueil, ce qui est assez rare dans la littérature jeunesse. Et puis un avocat débarque et leur dit que là, les grands-parents voudraient les récupérer, grands-parents qui avaient disparu, et qui doit les emmener dans la ville où sont les grands-parents. Bon, déjà, ils ne sont pas du tout contents de ça. Et puis, surtout, il y a un souci, c'est qu'ils n'arrivent pas réellement à se souvenir du nom de la ville. Personne n'a l'air d'être en capacité de prononcer le nom de la ville. Et donc, ils sont emmenés dans cette ville où, en fait, visiblement, personne ne sort de cette ville et personne n'entre dans cette ville parce que l'avocat les dépose à l'entrée de la ville, mais il n'entrera pas dedans. Alors, je dis avocat, mais c'est peut-être notaire, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il est assez dévoué parce que normalement, ce n'est pas le boulot d'un notaire ou d'un avocat, mais on voit qu'il n'a pas trop le choix. Il y a un problème avec la famille de ces enfants-là qui a l'air d'avoir énormément de pouvoir. On a un autre souci, c'est que la jeune fille... elle a l'air d'entendre des voix, enfin en tout cas une voix dans sa tête qui n'arrête pas de causer. Alors c'est quelqu'un de très terre à terre, donc elle voit un psy pour ça. Elle pense que c'est lié au traumatisme de la perte de ses parents.
Et donc, elle est suivie pour ça. Et nous, on va comprendre petit à petit que en fait, c'est plutôt magique et pas vraiment un souci psychologique. Le garçon, lui, il a des sortes de visions. En tout cas, il a l'air de prédire quand il va se passer des choses pas cool. Et donc, ils arrivent dans cette ville et ils se rendent compte que tout le monde... alors déjà, il ne faut pas sortir le soir parce que sinon, tu te fais bouffer. Par quoi, on ne sait pas. Il y a une espèce de brume noire qui sort. Et surtout, tout le monde a l'air de suivre un culte un peu étrange. Bon, concrètement, ça ressemble très, très fortement à du satanisme. Et voilà. Donc là, je suis arrivée au 2e tome. J'aime beaucoup. Ça fait peur pour les enfants. Donc moi, ça me va très bien parce que j'ai pas trop peur. Mais voilà. Ça rassure encore. Oui. Okay. Donc je ne sais pas à quel point ça fait peur pour des enfants. En tout cas, en tant qu'adulte, ça passe bien. Le traumatisme. En vrai, je regarde pas beaucoup de trucs qui font peur parce que c'est pas forcément ma came. Mais là, il y a un truc fascinant. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dedans. Mais je comprends tout à fait le niveau de peur. Il y a plusieurs tomes dans Les Jumeaux Croche-Morts. Il y aura au moins un 3e parce que là, c'est pas fini. J'aimerais bien savoir la suite. Après, un truc qui font peur, bon, c'est un peu une... J'aime bien regarder ce film. Donc c'est Dragon Rouge avec Hannibal Lecter, etc. Mais y a un truc sur le méchant, pas Hannibal, parce que lui aussi est un méchant, mais l'autre méchant qui va développer un TOC. Donc, mais en même temps, tu te dis, ce film, il y a un truc dedans. En fait, c'est au début du film, donc il y a Will Graham qui est un agent du FBI qui est en train de travailler avec un psychiatre, donc Hannibal Lecter. Et donc on est assez tard dans la soirée, etc. Donc Hannibal va demander à Will Graham est-ce que vous voudriez boire quelque chose, un petit thé, etc. Donc pendant que Hannibal va préparer sa petite boisson chaude, l'agent du FBI il va commencer à regarder, tiens, il a une belle bibliothèque de livres, ce petit psychiatre, et il va tomber sur un livre de cuisine française. Et tiens, c'est bizarre parce que beaucoup d'affaires sur lesquelles on travaille où il manque un organe, ça correspond à une recette qui était entourée par notre ami Hannibal. Bon, bref, donc Hannibal va s'occuper de lui, entre guillemets. Et donc il va se faire arrêter et quelques années plus tard, donc Will Graham ne fait plus partie du FBI parce que bon, il est traumatisé par cette expérience. Et donc c'est quelques années plus tard, on revient le chercher pour lui dire bon écoute, on a besoin de toi parce que vraiment on n'arrive pas à résoudre cette affaire et il faut que tu viennes nous aider. Il y a des familles qui massacrées, donc autant que ce soit les animaux, etc. Et il y a vraiment une façon de faire et on n'arrive pas à résoudre l'enquête. Il n'y a que toi qui peux te mettre à la place du tueur et comprendre sa marche, son fonctionnement. Donc il va y aller et donc effectivement il se met très très bien à la place du tueur au point que ça le perturbe lui de se sentir autant... Ouais, c'est ça, et dans le même état d'esprit que le tueur. Et donc, de fil en aiguille, on va apprendre que le tueur, c'est la petite souris qui est en relation par le journal, par un média journalistique avec Hannibal Lecter, donc qui s'envoie des petits mots, etc. Et voilà, on apprend, je ne peux pas en dire plus parce que je suis un spoil sur pattes, mais... Vraiment, j'adore ce film et en même temps, il me terrifie. T'as la série, il y avait une série en 3 saisons avec Mads Mikkelsen dans le rôle d'Hannibal Lecter qui était très bien aussi. Et là, ça jouait plus sur le côté... en fait, c'est aussi, je crois que de mémoire, c'est Will Graham aussi le héros là, dans celle-là, parce que c'est pas Clarice Sterling du Silence des agneaux. Et dans celle-là, je vérifie, mais je crois que c'est Will. Oui, je crois que c'est ça. C'est aussi Will Graham. Et là, on joue vachement plus sur le côté... le parallèle entre Hannibal et Will. Comment, en fait, ils se répondent bien et comment ils sont un peu tordus tous les deux, mais pas dans le même genre. Sauf qu'il y en a un qui commet des crimes et pas l'autre, en vrai.
Et voilà, c'est Hugh Dancy qui faisait Will Graham et Mads Mikkelsen qui fait un très très bon Hannibal, parce qu'il est flippant, de toute façon, cet acteur. Il n'a pas besoin de forcer beaucoup. Et c'est une série en 3 saisons, et c'est à chaque fois 12 épisodes, donc c'est assez court, c'est assez intense, et pour le coup, au niveau visuel, c'est extrêmement travaillé. Ça joue beaucoup sur l'ambiance, sur les couleurs, le côté assez froid. La première saison se passe quasiment dans une cabane isolée, dans une forêt. Enfin, on joue beaucoup sur les images. Et Will a des hallucinations souvent, donc on joue pas mal sur le niveau des couleurs là-dessus. Donc je trouvais que c'était une belle immersion dans l'univers d'Hannibal Lecter, différente des films qu'on a eus. C'est pas une redite du Silence des agneaux, c'est pas une redite de Dragon Rouge, et en même temps, et d'ailleurs Dragon Rouge, je crois que c'est le thème de la 3e saison. Ouais, j'ai pas vu la 3e saison, j'ai dû commencer la première. Enfin, j'ai vu un bon morceau de la première, peut-être de la 2e un petit peu, mais j'ai dans l'intention de la continuer. De mémoire, les 2 premières saisons s'inspirent pas des livres, ils prennent les personnages et l'ambiance et les caractères et ils développent quelque chose. Mais la 3e, c'est l'histoire de Dragon Rouge, en fait. C'est jusqu'à l'arrestation d'Hannibal. Et on est là-dessus. Et vraiment, c'est une très très bonne série que je recommande si vous aimez bien ce genre de polar un peu sanglant quand même. Un peu sanglant, avec des cannibales et ce genre de joyeuseté. On est très très légère aujourd'hui. Très 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 légère. Et ben justement, moi j'ai peur, je suis pire que Maïwen et du coup ça m'attire pas du tout. On change du sujet et là on finit les univers sombres, les backrooms, là on va sortir en plein air. Moi je vais parler d'un gars qui s'appelle Xavier Bourgois, donc qui est à la fois aussi auteur de contenu et qui a écrit un livre là qu'on vient d'acheter qui est vraiment top. Et lui son idée c'est la micro-aventure. Et donc il a commencé une chaîne qui s'appelle The Other Life. Et à la trentaine, du coup, alors au début, ça commence comme ce qu'on voit tous sur Instagram, mais c'est l'idée de sortir dans la nature avec ces moyens qu'on a et de profiter du plein air. Donc, la micro-aventure, c'est vraiment chacun se créer son petit défi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on sort totalement de l'idée qu'on voit beaucoup en ce moment de se dépasser, de faire un ultra-trail, de faire tout le GR20. Là, au contraire, c'est chacun faire à sa mesure. La micro-aventure, pour lui, ça peut être juste partir un après-midi, prendre le premier train qu'il y a à la gare et puis voir où ça nous mène. Et c'est vraiment un gars qui est hyper cool. On a vraiment l'impression que ça pourrait être notre pote. Et donc, lui, il se crée ses petits délires. Donc, sur sa chaîne YouTube, à chaque fois, c'est des petites aventures. Il en a fait une, c'était aller manger un Mont d'Or au Mont d'Or. Donc, c'est dans le Jura, je crois. Donc, il est parti avec son équipement. Et donc, on le voit dans son refuge qu'il a trouvé. Donc, il est tout seul. Et il s'emmène sa bouffe. Lui, au contraire, justement, c'est pas un adepte du sac minimaliste. Il n'a rien à faire. Donc, à chaque fois, il emmène son petit coup à boire, son fromage. Et c'est vraiment... Maintenant, je crois qu'il a déménagé, il est à Lorient, donc il est pas loin de chez nous. Ça serait chouette de le faire venir. Et du coup, son livre qu'il a sorti, donc L'Appel de la nature, il se veut ça comme un guide, mais pas que justement comme les guides de sportifs, d'aventuriers. C'est plutôt un guide d'inspiration. Lui, il le dit, le premier frein, c'est la peur pour les gens de sortir. C'est oui, mais j'ai pas l'équipement, oui, mais je sais pas trop me repérer en nature. Et donc là, il s'est dit, bah voilà, je vais récupérer toutes les questions qu'on me dit, tous les gens qui me disent, ah, j'adore ce que tu fais, mais moi, je pourrais pas le faire parce que, ah ouais, ça a l'air super, mais moi, je suis pas à l'aise. Et donc, du coup, c'est une sorte de guide. Ça se feuillette aussi comme un livre de voyage pour se détendre. Et du coup, il essaie de répondre justement à toutes ces questions. Et puis à chaque fois, c'est pas des injonctions, c'est juste des préconisations. Il dit chacun fait comme il veut, chacun fait le sac qu'il veut. Mais bon, si vous voulez des petits conseils, moi je conseille d'emmener, mettons, un couteau, un truc comme ça et tout. Et moi, ça m'évade pas mal. J'aime bien regarder son contenu. Et donc le bouquin est vraiment cool là-dessus aussi pour prendre des inspirations et puis s'évader un peu. T'as déjà testé ? J'ai déjà testé, pas exactement, mais en tout cas, ça m'aide un peu. Enfin, ouais, ça donne envie. Ça, plutôt que le grand trail. Oui, voilà. Non, vraiment. Puis, effectivement, en plus, en Bretagne, mais même partout, l'idée, c'est de se dire, en fait, il y a des trucs super vers chez nous. Lui, il est normand. Et donc, en fait, il dit, on voit toujours les images du Canada, les gars qui font du canoë. Et en fait, lui, il a remonté l'Orne, qui est une rivière normande, en canoë à l'automne. Et c'est aussi magnifique que d'aller à l'étranger. La micro-aventure, c'est aussi essayer de rester au plus proche de chez soi et justement d'essayer de trouver des spots qui sont aussi chouettes sans partir très loin, quoi. J'aime bien l'idée, puis un côté un peu enfantin, surtout lui, de se faire des cabanes, il a fait un igloo aussi, il a un peu raté son igloo, mais voilà, c'était l'idée de se dire, pourquoi pas. Et puis c'est bien, on va arriver vers les bonnes saisons, il va faire beau et on va pouvoir bien profiter d'être dehors. Donc,
Parfait. Voilà, je vous laisse retourner à vos trucs sombres. Mais... Eh ben, j'ai un truc sombre encore. Mais c'est sombre et pas sombre en même temps. Non, c'est sombre et pas sombre en même temps. Samuel en avait déjà parlé dans un autre podcast et elle m'a convaincue de le lire. C'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklesevic. Donc, Pas lu encore. Chris Vuklesevic, c'est une autrice qui avait été repérée par Gallimard pour un premier roman. C'est vraiment très très cool. Elle a aussi une association qui aide les jeunes auteurs et les jeunes autrices en fait, à faire des bêta-lectures de leurs romans et à les conseiller sur la publication, donc, parce qu'elle est très jeune. Donc c'est assez enthousiasmant de voir des profils comme ça qui veulent aider les autres. Et Du thé pour les fantômes, c'est son deuxième roman, si je ne me trompe pas, après celui qui l'a fait connaître. Donc ça se passe dans l'arrière-pays niçois, donc très ancré dans le sol français. Ça change un peu des fantaisies dans les paysages celtiques, même si nous sommes bretonnes. Voilà, il y a quand même, ça fait plaisir de voir un peu autre chose. Et on suit deux sœurs, Félicité et Agonie. Ça dit tout. Une qui est plutôt douée et l'autre qui a été vouée à être un espèce d'être malfaisant. Et en gros, leur maman, elles vont perdre leur maman et c'est le moment où elles se sont éloignées au fil des ans. Elles ont une histoire familiale qui est un peu complexe. Et maintenant que leur maman est décédée, en fait, c'est peut-être l'occasion pour elles de faire un retour sur leur passé et de comprendre qui était leur mère, parce qu'évidemment, leur maman ne leur a pas tout dit. Donc en fait, l'histoire commence, il y a un voyageur qui parcourt Nice et il pleut. Et il s'arrête dans un café, dans un salon de thé, tenu par une dame un peu mystérieuse. Et il y a une seule personne assise à une table qui dit viens prendre un thé avec moi, je vais te raconter des histoires. Et en fait, dans ce salon de thé, il y a des fantômes. Voilà. Et il prend un thé et en fait, c'est un narrateur qui raconte l'histoire d'Agonie et de Félicité et de leur mère et qui raconte ça aux voyageurs que nous sommes. En fait, c'est nous le voyageur. Et je dois dire que c'est très prenant. Alors déjà, c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment très beau. Il y a une vraie poésie dans la langue de Chris Vuklesevic. C'est pas... quand on dit toujours c'est très bien écrit, parfois ça fait un peu peur, en mode ça va être lourd et pompeux. Non, c'est juste poétique et ça coule, quoi. C'est très naturel. Il y a une ambiance. Fatalement, on voit... je trouve qu'elle arrive à évoquer extrêmement bien des décors, des endroits, des places. On est dans les années 80, en fait. On n'est pas maintenant. Elle arrive à évoquer des endroits de Nice, même si on ne connaît pas Nice, on se figure une image de ce qu'elle décrit. Et elle parle du folklore niçois, de l'arrière-pays niçois, avec des noms, alors pour nous qui font un peu exotique quand on est breton et qu'on est habitué à des noms comme Crèche Gwen et Pénard Créache. À mon avis, quand on est niçois, les noms qu'elle évoque, ça, c'est tout de suite moins exotique. Et ça m'a vraiment plu. Justement, ce côté ancrage en pays niçois, avec l'exploration un peu d'un folklore qui est très léger, hein, c'est pas du tout, il n'y a pas forcément de petits êtres magiques, mais vraiment juste de conjurer cette ambiance d'arrière-pays niçois, ces montagnes, vraiment c'est très bien fait. Et les deux sœurs sont très bien campées, elles ont chacune leur caractère, ce qui leur rend justice à toutes les deux. On arrive à bien comprendre comment elles ont leurs défauts et leurs qualités. Et alors il se trouve que moi je l'ai écoutée en audiobook. Et alors, je conseille absolument la version audio. La narratrice est merveilleuse. Je n'ai plus son nom en tête, mais je le mettrai dans les détails. Elle a une voix qui est parfaite pour le récit. Sa voix colle vraiment bien à l'univers et à l'ambiance. Et en plus, sa narration est superbe. Vraiment, elle fait des voix différentes. On n'a aucun problème à l'oreille à reconnaître quand c'est Félicité qui parle, quand c'est le narrateur, quand c'est Agonie. Elle a une voix qui est merveilleuse et franchement, ça donne... c'est ce qui, je pense, pour moi, a fait le sel de ma lecture, c'est qu'elle a donné la petite touche finale à l'ambiance, au petit cocon. J'ai juste à la lancer et je l'entends je l'entends dans ma tête et je suis en milieu... je suis dans ce village abandonné de l'arrière-pays niçois. Donc vraiment, je conseille les audios parce que c'est vrai que souvent... alors, il y a plein de débats. Parfois, est-ce que c'est vraiment de la lecture d'écouter un livre ? Oui, pour moi, c'est des mots. Qu'on les lise nous-mêmes ou qu'on les entende, ça reste un livre qui est lu. Et ça peut être un vrai plus d'expérience de se laisser guider. Et en tant que bibliothécaire ou dans notre vie privée, on lit souvent des histoires aux enfants. Et là, c'est le plaisir de se faire lire une histoire. Et je trouve ça vraiment très intéressant d'être dans cette posture, surtout avec un livre comme ça qui inspire vraiment un peu le côté... vieux conte, vieille histoire familiale, ça s'y prête extrêmement bien. Donc voilà, je conseille Du thé pour les fantômes et je conseille la version audio, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Ça se dévore. Chouette. Alors, j'ai pas encore lu, ça fait partie des livres que j'aimerais bien lire dans l'année si j'arrive à trouver le temps. Par contre, je voulais signaler aussi que la couverture du livre est très belle, oui. qu'il y a un travail éditorial qui a été bien réalisé dessus
Et d'ailleurs, je l'ai remarqué comme ça, ce livre, parce que vraiment, la couverture m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, oh, bah dis donc, je vais lire le résumé. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais oui, franchement, la couverture, je pense, rend honneur au livre parce que vu ce que tu décris comme ambiance, la couverture Elle colle parfement au récit. Enfin, raconte déjà l'ambiance avant d'ouvrir le livre. La couverture ne trompe pas. La couverture annonce la couleur. Donc elle est sombre, elle est gris foncé avec des liserés et des dessins un peu bleu foncé aussi, mais ça rend très très bien. Et ce que j'aime beaucoup chez Chris Wiklesevic, c'est que son premier roman pour lequel elle a été remarquée, et même elle a eu le Grand Prix de l'Imaginaire, je crois. Donc vraiment, on est sur de la reconnaissance forte en termes de littérature de l'imaginaire. C'était vraiment de la grande fantaisie avec un monde vraiment imaginaire construit. Avec du thé pour les fantômes, elle est plutôt dans du folklore français et une histoire de famille. Et plutôt, on est sur beaucoup de sous-textes et de métaphores. Et le dernier qu'elle a sorti, Porcelaine sous la ruine, aux éditions Olympe, sous un nom d'emprunt qui est Ada Vivalda. Oui, Vivalda, je me trompe pas, j'en mettrai ça. Non, je crois que c'est ça. Ouais. Ada Vivalda, c'est une romantaisie. Et donc j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle n'hésite pas à passer d'un genre à un autre dans l'imaginaire. Et a priori, j'ai pas encore lu Porcelaine sous la ruine, je l'ai lu à Noël, donc j'attends d'avoir le temps de le lire. Mais a priori, c'est aussi bon. Les trois sont aussi bons dans des styles différents. Et c'est assez plaisant de voir des auteurs et des autrices qui se cantonnent pas juste à un genre, mais qui explore un petit peu plein de thématiques. Donc voilà, peut-être que dans un prochain podcast, on reparlera de Porcelaine sous la ruine. Et ce qui est amusant avec Porcelaine sous la ruine, c'est que donc elle a écrit sous un pseudo, et j'ai su que c'était elle à la couverture du livre. Oui, la couverture est très très belle aussi. Oui, et l'éditeur l'a un peu vendu, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros il a repris la même chose que du thé pour les fantômes. D'une certaine manière, c'est le même type d'illustration. C'est vrai. Et du coup, ça a un peu vendu son nom parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que non seulement le titre, mais en plus la façon dont est faite la couverture, on dirait vraiment la même autrice que du thé pour les fantômes. Et oui. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent les couvertures des livres ont une influence sur le récit ou si ça va te donner envie ou pas de le prendre. Ah oui. Et je me souviens d'une histoire que j'avais entendue pendant c'était une journée de présentation d'une maison d'édition, etc. Et il y avait une personne, je ne sais pas si c'est l'auteur du livre, qui racontait qu'il était à un salon du livre jeunesse avec son livre devant lui. Et en fait, il s'est aperçu que son livre, il ne se vendait pas parce que sur la couverture, il y avait un personnage qui ressemblait à Manuel Valls. Et donc... Mince. Mais vraiment, c'était vraiment la mèche et l'expression et tout ça du visage, quoi. Je me dis, ben zut, quoi. Enfin, c'est dommage que mon texte est pourtant très bien, mais c'est le graphisme. C'est au moment où tu as un problème avec un homme politique et que malheureusement un personnage ressemble à cette personne avec qui tu as du mal, ça peut avoir une grosse influence. Si tu veux avoir un débat intéressant un jour, tu lances Jeanne, notre spécialiste imaginaire, sur les couvertures avec les personnages de dessiner dessus. Je pense que tu en as pour 4 heures et elle te fait une dissertation par A plus B comme quoi il ne faut pas dessiner les personnages sur la couverture, que c'est une catastrophe. Elle a toute une théorie là-dessus, donc si jamais tu veux débattre un petit peu, tu lui dis que tu adores ça, les personnages sur les couvertures. À mon avis, il y a moyen de piquer son intérêt. Je pense que effectivement, ça peut casser aussi l'image mentale que tu peux te faire du personnage. Parce que ça me fait penser au livre... la série de Christelle Dabos, dont le premier tome, c'est Les fiancés de l'hiver. Et donc, nous, on se fait une certaine image des personnages, etc. Et après, donc, au fur et à mesure des lectures et des recherches qu'on fait sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a certains graphistes, certains dessinateurs qui font des dessins des personnages. Il y avait Patricia Lifon qui avait fait des dessins absolument magnifique des personnages de Thorne et Ophélie, et tu te dis, bon, c'est pas comme ça que je l'avais en tête, mais c'est une bonne idée de ce que... Moi, ça dépend un peu. Autant, alors par exemple, quand c'est des photos,
particulièrement des photos retouchées. On trouve beaucoup ça dans tout ce qui est romance. Donc les torses, les visages avec la mâchoire ultra carrée, je supporte pas. Après, si c'est dessiné, donc par exemple, on a Len Yan qui fait des illustrations magnifiques. Elle s'appelle Len Yan, c'est son pseudo. Elle s'appelle Magdalena Pagowska, si je n'écorche pas son nom. C'est une de mes illustratrices préférées. Elle s'est mise à travailler avec l'édition française il y a 1 ou 2 ans. Il me semble qu'elle avait fait l'affiche des Mycéliades il y a 1 ou 2 ans. Et là, sincèrement, j'ai acheté des livres juste parce qu'elle avait fait la couverture. Je n'ai pas lu les livres ne m'intéressent pas. Par contre, c'est elle qui a fait la couverture, donc ils sont dans ma bibliothèque. Ils sont même exposés en facing, juste parce que c'est comme si j'avais un tableau d'elle. Voilà, je suis très contente de les avoir. Entre autres, elle a fait la couverture de Dark Rise et par exemple aussi le... Ah mince, ça y est, j'ai un trou. De C'est Prince Cruel, non. Ouais, si Non, c'est pas ça. Non, C'est pas Prince Cruel, c'est un autre avec un prince captif. Prince tout à captif. fait. Mais c'est Là, pas il y a Kat un aussi, prince. Oui, c'est le autrice. même autrice que Et Dark donc, Rise, c'est pour là, ça. ouais, là, j'accepte. Mais bon, après, il y a de très belles couvertures, genre Le Pont des Tempêtes. Oui. J'ai beaucoup aimé le résumé, j'ai beaucoup aimé la couverture. Et il m'est un peu tombé des mains, j'ai jamais réussi à le finir. Ah mince, il est dans ma palle. C'est ma prochaine moi, lecture. j'ai lâché un peu. Bon, alors, c'est la flûte. romantaisie. L'idée est trop chouette avec cette histoire de pont qui bloque un peu tous les autres pays. Il faut absolument passer par ce pont pour au niveau du commerce international. Et du coup, tous les pays veulent s'approprier ce pont. Et donc, le petit pays, en fait, ça a l'air d'être une espèce d'île. Ils veulent récupérer ça. Ils sont persuadés que cette île est extrêmement riche. Et en fait, visiblement, c'est une île qui a du mal à vivre parce que la vie là-bas, il est dure. En fait, les saisons sont atroces. Les tempêtes, ils s'en prennent plein la gueule. Donc, en fait, ils ont besoin de ce pont pour juste se maintenir la tête hors de l'eau. Et donc, on suit un personnage qui est envoyé par son père. En fait, elle a été entraînée pour être une tueuse. Elle est censée, elle est mariée au roi de ce pays et elle est censée se débarrasser du roi et prendre la tête du pays pour récupérer ce petit pays qui est en fait très difficile à attaquer parce qu'il est entouré d'eau, d'une mer qui est très dangereuse. Mais c'est pour moi, alors j'aime bien la romantaisie, mais là c'est vraiment orienté romantaisie à fond, donc presque on oublie, je trouve, le côté un peu Le fond. Ouais, voilà, politique. Que j'aurais plus aimé voir. Je trouve que c'est des grosses ficelles. Donc, je doutais un peu de ce qui allait se passer. Après, j'ai peut-être lu trop de romantaisie dernièrement. Donc là, je suis un peu saoulée. Et c'est vrai que j'en peux plus de ces rois ou princes avec des abdos magnifiques et des muscles tout dessinés. Et voilà, non, je ne peux plus. À chaque fois, on arrive sur la description du personnage masculin. Merde. Encore. Et personnage féminin, pareil, parce que Un seul moule. Voilà, elle est très belle aussi. Elle avait évidemment une très belle poitrine, des très belles fesses et une taille fine. Enfin, en tout cas, c'est plus ou moins comme ça qu'elle est décrite. Et évidemment, c'est une guerrière, donc elle est musclée, mais pas trop. Oui, bah non. Donc, bon, voilà, j'avoue que j'ai pas réussi à terminer. C'est une guerrière, terminer. mais pas, elle fait pas de MMA, quoi. Ouais, voilà. Ou en tout cas, elle en est capable, mais ça se voit pas. Ouais, c'est pas... Tu viens de me ruiner mon move. Mais lis-le, s'il faut, tu je vas vais être à fond. commencer, puis oui, je viendrai te voir. Voilà, mais après. je crois que je décroche un peu de ce type de romance parce que j'ai lu aussi Le sang et la cendre, quelque chose comme ça. Ah oui, non. Ça, j'ai pas pu. Non. Ça, je suis allée jusqu'au bout. J'ai fait l'effort, mais... Moi, j'ai lu la 4e et je me suis dit, non. Non, là, non. Ne tentez pas l'aventure. C'est un livre que je ne recommande pas du tout. Là, je dis même pas essayez de le lire si vous voulez. Non, ne le lisez pas. Voilà, c'est la conclusion. Ne lisez pas. On va juste garder ça en teaser, tu sais, pour mettre sur les réseaux la conclusion de Maïwenn, ne lisez pas. Moi, je peux enchaîner avec autre chose, un manga aussi, mais qui est aussi en animé. Donc, on en a sans doute déjà parlé, Les Carnets de l'apothicaire, qui, moi, est mon manga préféré. Donc, c'est une série qui se passe dans une Chine ancienne, puisqu'on est à la cour intérieure de l'empereur. Donc, il y a vraiment la cour intérieure juste avec les femmes, où il n'y a que des femmes et des eunuques. Et puis, il y a la cour extérieure de l'Empire. Et donc, on suit Mao Mao, qui est une jeune apothicaire qui a grandi dans le quartier des Plaisirs entre
l'officine de son père adoptif, qui est apothicaire et médecin, qui était un médecin de cour d'ailleurs, un grand médecin, et le palais Vert de Gris, qui est une grande maison de prostitution, où elle a été à peu près élevée par la tenancière, la vieille tenancière, et puis les 3 joyaux du palais Vert de Gris. Et il se trouve qu'au début du manga, Mao Mao est kidnappée et vendue au palais intérieur, comme ça se faisait beaucoup. Les jeunes filles étaient soit vendues pour être servantes, soit vendues pour être courtisanes pour l'empereur. Et donc Mao Mao, comme elle le dit si bien, comme elle est petite, elle a des taches de rousseur et pas de poitrine, elle, on l'a vendue en tant que servante. Allez hop, zoup. Donc son but, c'est de faire ces 2 ans de contrat sans se faire repérer, payer malgré elle les ravisseurs, puisque c'est eux qui touchent l'argent et pas sa famille à elle, et puis sortir et reprendre sa petite vie. Donc le leitmotiv de Mao Mao, c'est pas de vague. Sauf que Mao Mao, non seulement c'est une brillante apothicaire, mais en plus elle est quand même très intelligente. Et quand il y a un mystère qui se développe, il y a un peu le côté Sherlock Holmes en elle. Et il se trouve que au tout début du manga, la petite princesse qui a 6 mois et le petit prince qui a 3 mois commencent à présenter des signes de maladie. Et leur mère, les deux des grandes courtisanes de l'empereur aussi. Et Mao Mao va très vite comprendre la cause de ce problème. Et elle se dit que décemment, elle ne peut pas rester sans rien faire, même si ça ne la concerne pas. Et elle va écrire un petit mot à chacune des deux grandes courtisanes, donc Gyokyo et Lifa. Elle va leur écrire un petit mot pour leur dire d'où vient la cause de la maladie des enfants. Il y a une des deux qui va écouter Mao Mao, qui grand bien lui en prend puisque son enfant est sauvé, mais pas l'autre. Et à ce moment-là, on a Jinshi-sama, qui est l'intendant de la cour intérieure, qui va comprendre que c'est Mao Mao qui a résolu le problème et qui va la faire appeler. Et à ce moment-là, pour elle, les ennuis commencent parce qu'on se dit qu'elle est trop précieuse pour servir juste de servante et elle va rentrer en plein dans les intrigues de la cour. Donc on est vraiment sur une question, sur un manga qui parle beaucoup d'intrigues de cour. On a une héroïne qui est très atypique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est une héroïne qui ne cherche pas du tout à se mettre en avant physiquement. C'est une héroïne qui est très concentrée sur ses passions, c'est-à-dire les poisons, la recherche de poisons. Et encore les poisons. Et encore les poisons. Et encore les poisons, mais tout ce qui relève de la médecine en général. Donc, elle est très tournée vers ça. Et elle est très intelligente en termes de déduction et d'observation, elle est très fine, et tout en étant très naturelle. C'est-à-dire que Mao Mao, elle a vraiment bien conscience de sa place à la cour. Ce n'est qu'une servante, sa vie ne vaut rien en fait, donc elle a vraiment bien conscience du protocole de cour. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce que souvent, l'écueil de ce genre de roman, c'est que très vite, le personnage prend des aises et on a l'impression que le personnage est d'égal à égal avec les autres. Non, Mao, elle connaît sa place dans la cour et d'ailleurs, les protocoles de cour sont souvent rappelés, les gens sont souvent remis à leur place. Et évidemment, et en même temps, elle est très très drôle parce que Jinshi est un très très bel eunuque. Tout le monde tombe à ses pieds et Mao Mao, quand elle le voit, elle a l'impression de voir un scarabée, elle le supporte pas. Donc ça donne des scènes extrêmement cocasses. Et Jinshi qui l'adore parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui est pas sous son charme. Donc ça donne des situations extrêmement drôles. Et en même temps, il y a des grands arcs d'intrigues de cour qui sont très très bien ficelés parce que une toute petite énigme qu'on a lue dans le tome 3, en fait, elle prend son importance dans le tome 8, quoi. On se dit, ah oui, il y avait tout un truc pensé, voilà. Et à l'origine, c'était des light novels, donc des petites, comme des feuilletons, publiés au Japon, et ça a été mis chez Lumen en France en tome. Ça a été un peu remis, et le manga vient de ces romans. Donc c'est un manga adapté d'un roman, et maintenant on a l'animé adapté du manga. Donc l'animé est diffusé sur Crunchyroll, il y a la saison 2 qui est en cours, et honnêtement, regardez les carnets de l'apothicaire si vous voulez pas lire les mangas, parce que c'est vraiment bien adapté. C'est vraiment, on retrouve toute l'ambiance du manga, on retrouve tous les événements, il n'y a rien qui est condensé, coupé, et le doublage est super. La doubleuse qui fait Mao Mao est vraiment géniale, elle a la voix parfaite et ça correspond vraiment bien à ce qu'on se fait comme image de Mao Mao. Donc c'est très plaisant et la musique est très belle. Il y a une très très belle musique. Donc si vous avez l'occasion, vous avez le choix, les romans, le manga, l'animé. Bon, personnellement, j'ai tout. J'ai tout fait. Aucune excuse. Aucune excuse pour pas découvrir les carnets de l'apothicaire. Pour ados, pour adultes, honnêtement, ça passe. C'est franchement bien. Et ça met en avant une héroïne atypique. Et puis des personnages très divers et variés
de 18 à 50 ans en fait. Donc voilà, il y en a pour tout le monde et il y a vraiment des personnages très bien écrits. Et c'était pas glauque là. Non, pas du tout. En intrigue de cours, j'ai lu Noblesse oblige. C'est un roman ado qui est plutôt pas mal. Je m'attendais à un truc assez classique avec un personnage féminin qui tombe amoureuse du personnage masculin qui évidemment est le plus haut placé dans la noblesse. C'est pas le cas. Au final, Noblesse oblige, on suit. Alors, c'est à notre époque. Mais c'est si Louis XVI avait réussi à s'enfuir. Donc on a encore la noblesse en France, donc on a toujours une monarchie, mais avec les moyens de notre époque. C'est-à-dire qu'il y a des téléréalités, et il y a une télé-réalité qui est organisée par la monarchie, qui s'appelle Noblesse oblige, où on récupère des filles qui sont, on va dire, de petite noblesse, et on va essayer de les marier à des nobles qui sont on va dire de plus haute noblesse. Et cette année-là, le prince participe à Noblesse oblige pour se trouver une compagne. Donc tout le pays est à fond, on regarde cette télé-réalité et on suit un personnage qui a été un peu déchu de son statut parce que visiblement des intrigues de cour, son père a tout perdu. Et elle, en fait, elle fait partie de la résistance pour essayer de détruire la monarchie. Donc la résistance, c'est dans les premières pages, je lui dis, écoute, on a réussi, on sait que tu vas être récupéré par Noblesse oblige, donc est-ce que tu veux bien nous servir d'espion ? À l'intérieur, c'est le meilleur moyen de réussir à aller dans la cour, quoi. Et c'est assez, en même temps, on flippe parce qu'on sait qu'elle est un peu... Elle est un peu livrée à elle-même, il n'y a personne qui peut intervenir quand ça se passe mal. On sent qu'il y a des gros secrets avec des histoires de meurtre. Le prince, il n'est pas net du tout. On a pas mal de personnages qui sont bien construits. Et au final, j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que les intrigues, il y a pas mal de rebondissements, tu t'y attends pas forcément. J'ai été surprise plusieurs fois. Et le côté télé-réalité, en fait, tout est écrit à l'avance. Et donc le matin, on lui dit toi tu vas faire telle chose, il va se passer telle chose et tu vas réagir comme ça. Les scènes qui sont censées être, par exemple, les scènes de baiser, être totalement comme ça arrive, en fait ça fait 6-7 fois qu'elle l'a reproduit, voire toute la journée, elle n'en peut plus. Il faut refaire le maquillage à chaque fois, il faut refaire les lumières, c'était pas assez ceci, pas assez comme ça, c'était pas assez droite. Enfin voilà, il n'y a aucune... et j'ai adoré le lire, c'est en un seul tome, donc ça se lit très facilement et très chouette. Donc je remplace le Pont des Templettes par Noblesse oblige. Ouais. C'est ça. Franchement, ouais. C'est ça que tu es en train de me dire. Moi, si vous n'avez pas forcément autre chose, j'ai 2 jeux à vous proposer pour changer un petit peu. Et là, on est dans... Alors, le premier jeu, c'est Carac. Donc, ce n'est pas un jeu récent. C'est un jeu de donjon, d'exploration de donjon, mais pour les enfants à partir de 8 ans. Et ce qui est très chouette, c'est que si vous cherchez un premier jeu pour lancer vos enfants dans un jeu plus adulte, entre guillemets, qui demande un peu de stratégie et en même temps qui soit plaisant pour vous, ces jeux évolutifs où comme vous posez des tuiles, chaque jeu est nouveau parce que vous ne refaites pas 2 fois la même partie, Carac, c'est super. Donc Carac, c'est tout simple. Vous choisissez un personnage qui a à chaque fois 2 pouvoirs par rapport, en plus des règles normales. Donc chaque personnage a sa capacité. Par exemple, le magicien, lui, les parchemins, il les utilise en continu, il n'est pas obligé de les défausser une fois qu'il les a joués, et il peut traverser les murs, il n'a pas besoin de suivre le chemin précis du donjon. Une autre, ça va être qu'elle peut choisir entre 2 monstres quand elle pose une tuile, et si c'est son premier tour de jeu, elle fait +1 à son dé, par exemple. Voilà. Chacun choisit. Donc il y a des avantages, des inconvénients, ça dépend comment vous voulez jouer. Donc là aussi, dans votre façon de jouer, comme c'est asymétrique au niveau des personnages, il n'y a pas vraiment de redondance entre une partie jouée avec le magicien et une partie jouée avec le guerrier, vous n'aurez pas les mêmes stratégies et la même façon de faire. Et en gros, vous ouvrez des tuiles, vous ouvrez un chemin, vous ouvrez des salles, vous y mettez des monstres, vous combattez des monstres, vous récupérez des trésors. Et le but, c'est le donjon est fini quand on a battu le dragon qui donne un trésor plus un diamant. Et ça compte pour 1,5, les trésors pour 1, et la personne qui a le plus de trésors a gagné la partie. Donc des mécaniques vraiment très très simples à comprendre. J'ai joué avec des enfants qui ont 6 ans, donc c'est un jeu pour 8 ans, mais à 6 ans ça passe, ils comprennent très bien le matériel est plutôt sympa. En tant qu'adulte, c'est sympa aussi à jouer, parce que comme on peut changer de personnage et que les tuiles
s'ouvre toujours un peu différemment. Il n'y a pas de redondance dans la façon de jouer, donc c'est plutôt sympa. Et je trouve que c'est un bon compromis pour amener les enfants vers un jeu un peu plus adulte si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez les gros jeux plutôt à l'Améritrash. Voilà, ça c'est un bon moyen d'amener les enfants vers ça. Et le deuxième, c'est Coffee Rush. Donc c'est qu'on a à la médiathèque, mais en nouveauté. Il est chouette, oui. Oui. Alors c'est un jeu coréen, de Korean Board Game, qui vient d'être traduit en France. En gros, vous êtes barista dans un café, donc vous pouvez jouer de 2 à 4. Vous êtes barista dans un café et vous allez devoir faire des commandes. Donc pour faire des commandes, vous allez recevoir un latte macchiato, un cappuccino, un café, des trucs improbables. Et vous allez devoir déplacer votre meeple sur un petit plateau pour récupérer des ingrédients nécessaires à faire les boissons. Si vous réussissez les boissons, vous les mettez dans la pile avec un petit like. Et au fur et à mesure, vous descendez la pile parce que les commandes s'accumulent. Et si vous n'arrivez pas à faire les commandes à temps, elles vont dans la pile des gens qui ne sont pas contents. Et à la fin du jeu, c'est la personne qui a le plus de points, qui a réussi le plus de commandes réussies qui gagne. Le matériel est très chouette. Chaque joueur a 3 petites tasses transparentes. Il y a les petits ingrédients, donc on a des petits carrés de chocolat, on a des petits grains de café, c'est un jeu qui est très sympathique. Alors en tant qu'adulte, c'est assez régressif dans le sens où on joue à la dinette. Voilà, complètement. J'ai trouvé ça trop bien. Tu as ta petite tasse transparente, toute minuscule, et tu mets tes petits grains de café, tes petites feuilles dedans, tes petits glaçons. C'est très chouette, c'est très doux parce qu'il n'y a pas vraiment, en fait, le seul moyen d'embêter les autres, c'est que dès que vous avez fini, vous, une commande, les autres sont obligés d'en prendre une supplémentaire. Donc en fait, le but, c'est plus vous finissez vite vos commandes, plus vous embêtez les autres et vous faites en sorte de gagner la partie. Et après, il y a un petit tour de stratégie à calculer, savoir ce dont on aurait besoin, comment se déplacer, parce que le plateau est très petit, en fait, ça doit être 3 cases sur 3 ou 4 cases sur 3, un truc comme ça. Et donc le but, c'est et il y a 4 bonus à récupérer en fonction. Donc ça permet de stratégiser un petit peu en fonction de ce que vous avez à faire comme boisson et en même temps comment vous vous déplacez sur le plateau. Donc c'est vraiment sympa, c'est tout doux. Et j'ai vu qu'en Corée, il y a une version avec des gâteaux qui est sortie. Je ne sais pas s'ils vont la traduire en français, mais en tout cas, Coffee Rush, c'est vraiment sympa. Le matériel est chouette et ça se joue très bien. Alors c'est doux sans l'être parce que petit à petit les commandes s'accumulent et il y a quand même la panique de ne pas réussir à faire ses commandes. Ah oui, non, c'est ce qui est très drôle parce que le plateau, en fait, on ne peut pas, il me semble, être 2 pions sur une même case. Non. Et du coup, tu peux gêner les autres, sauf que tout le monde est tellement dans le rush qu'au final, très rapidement, on s'entraide tous en disant « Non, s'il te plaît, va pas sur telle case, j'ai absolument besoin du thé. » Et t'as l'autre qui dit « Dans ce cas-là, tu ne bloques pas le café. » Bon, d'accord. Voilà, non, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Moi, je viens de terminer un jeu sur PlayStation qui s'appelle Detroit Become Human. En fait, on incarne 3 androïdes et donc on va essayer de se faire notre propre chemin et donc les choix qu'on va faire vont avoir une énorme influence sur la fin de l'histoire, sur les événements qui vont se passer. Et je l'ai terminé, ça s'est très bien terminé. Mais j'ai eu plusieurs versions. J'ai pu en discuter avec d'autres personnes où on m'a dit non, moi j'ai pas eu ça du tout. Donc chacun peut avoir sa propre fin et ça va avoir une incidence sur le développement de ton personnage, de ton histoire, etc. Mais c'est très très bien fait et c'est en même temps assez flippant de se rendre compte que des androïdes, si on suit l'exemple de ce jeu-là, s'ils décident d'avoir leur propre conscience et se faire leur propre avis, etc., et décider pour eux-mêmes, c'est bien, je suis d'accord avec eux, mais dans les faits, pour nous, c'est moins drôle. Ça va devenir assez flippant. Tu dis, en fait, là, j'ai mon petit androïde qui m'aide, mais peut-être que, en fait, si j'abuse ou si un truc qui va pas lui plaire du tout et qui va le faire briller, on ne sait pas ce qui peut arriver. Soit il s'enfuit, soit il m'agresse, soit... On sait pas. Mais après, effectivement, dans le jeu, il montre aussi l'abus de certains autres humains, les abus qu'ils ont eus sur les androïdes, où on comprend qu'effectivement, les mauvais traitements qu'ils ont subis petit à petit
les a poussés à avoir ce pop dans la tête où tu te dis non, en fait, je ne peux pas rester dans cette situation. Ce n'est pas vivable. Donc, voilà. Donc, le jeu est très, très bien. Et après, je me permets de dire, c'est un peu surprenant, mais j'ai découvert Naruto. Donc, j'avais commencé petit à petit en me disant, purée, qu'est-ce que c'est long, les combats sont hyper longs et tout ça dans Naruto tout court. Et donc, on m'a dit, non, il faut que tu continues, il faut que tu persistes, etc. Et en novembre, où j'ai été absente pendant plusieurs semaines, j'ai pu me lancer à fond dans la deuxième partie de Naruto, donc Naruto Shippuden, où là, j'ai enchaîné les épisodes. Bon, je me suis évité les hors-séries où c'était pas nécessaire pour que j'avance, mais tout de suite, tu triches, quoi. On m'a dit, il faut que Tu vois ça. On m'a dit, il faut que tu ailles, que tu vois tout, et après, si tu veux, tu verras les épisodes en plus. Mais vraiment, et donc, j'ai accroché à fond les ballons. Après, on a chacun son favori dans Naruto, en général, dans les maîtres, dans les sensei, etc. Et donc, beaucoup disent, c'est Jiraiya le meilleur. Et non, moi je ne suis pas d'accord, c'est Azuma, il faut le défendre. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce genre. Donc chacun après a son idée, chacun préfère un tel ou un tel. Et... Bon, tu sais qu'il faut que tu prépares ton cosplay et que tu ailles le défendre à Japan Expo. Donc, je vais devoir me faire pousser la barbe et couper mes cheveux. Non, ça, il y a un mot. Perruque, et puis perruque en barbe aussi, ça marche. Voilà. On en rediscutera, je viendrai faire des tests ici à la médiathèque. On fait ça. Moi, peut-être si... Je sais pas si on termine ou... Vas-y, lance-toi. Tu connais aussi, j'ai un petit manga d'amour, juste trop mignon, qui parle aussi de musique, qui s'appelle She Wasn't a Guy, de Sumiko Arai, je sais pas comment on prononce. Oui, 3 fois oui. C'est trop mimi, c'est en noir et blanc et vert, Ouais. parce qu'il y a la couleur verte qui apparaît tout le temps. C'est très bien dessiné, j'adore le dessin. C'est l'histoire d'une jeune fille qui aime plutôt la musique hard rock, parce qu'elle aime bien tout ce qui est Nirvana, tout ça. Puis elle va chez un disquaire acheter sa musique, et chez ce disquaire, il y a régulièrement un jeune garçon qui lui vend de la musique. Et donc elle a un petit crush dessus, elle le trouve trop beau. Et en fait, il s'avère que c'est une fille de sa classe, tout simplement. Et donc elles vont devenir potes. Et c'est trop mignon parce qu'à la fois, elle s'en fait une copine, en même temps, elle est là, mais c'est quand même mon crush. Enfin, en même temps, il est trop beau, elle est trop belle, je sais pas trop. Et puis sa musique, la musique qu'elle écoute est trop cool et elle chante trop bien parce qu'il me semble qu'elle chante. Fait de la guitare aussi, ouais. Et c'est juste trop mimi. Voilà. Ouais, et c'est assez rigolo parce que donc la fille qui aime bien le rock au départ, c'est plutôt une fille populaire au lycée. Elle est plutôt du genre maquillage, cheveux bien coiffés, mini-jupe. Et au contraire, la disquaire, au lycée, elle fait tout pour paraître inaperçue. Donc ses grosses lunettes, les cheveux pas coiffés, et justement quand elle sort du lycée, elle remet des boucles d'oreilles, des piercings, elle s'attache les cheveux, elle met des t-shirts larges et des baggy, et elle a son masque parce que c'est aussi ça, en fait oui. On voit que le haut de son visage, et effectivement avec sa casquette, elle a un côté très masculin qui peut la faire paraître pour un garçon, et c'est vraiment très bien dessiné. Et c'est absolument mignon tout plein parce qu'elles sont trop choupettes toutes les deux. Ah oui, c'est juste mignon. Enfin, vraiment, il se passe pas grand-chose dans l'histoire, c'est juste des histoires d'amitié. Et c'est mignon. Ouais, non, c'est très... L'oncle est trop mimi, voilà, tous les personnages qui rentrent dans l'histoire, même les méchants, entre guillemets, finissent par avoir un côté attachant. Voilà. Et l'utilisation du vert dans le manga est super. C'est juste une couleur, mais ça permet de mettre en avant certains détails, notamment les yeux de l'héroïne, d'une des deux héroïnes, et puis de donner une touche noir, blanc, vert, un vert un peu néon quand même. Donc, oui, c'est peps. Ça peps, et c'est vraiment très sympa, et ça rend le noir hyper contrasté. Donc au niveau manga, c'était vraiment... C'est chouette, on attend la suite. Oui, il y a 2 tomes pour le moment.
On a commencé avec du glauque et on finit avec un truc super mignon. Oui. Je crois qu'on peut être fiers de nous. On a Fallait finir avec le survécu. printemps. Vous avez peut-être une dernière série à, Ah bah vas-y, à vas-y. proposer. Vas-y. Donc c'est encore sur Netflix, je suis désolée. Pour ceux qui n'ont pas Netflix, ça s'appelle Derrière la façade. C'est avec Lisa Kudrow. Donc c'est elle qui incarne Phoebe dans la série Friends. Et donc dans cette série, donc c'est un couple qui veut vendre sa très très belle maison des années 20. Et donc pour ça, ils vont faire visiter la maison par un agent immobilier, etc. Mais eux sont totalement absents de la visite et ils se cachent dans la chambre de leur fils parce qu'ils ne veulent pas voir les gens. Et donc ils observent quand même qui vient visiter la maison. Et donc ça va être principalement trois familles. Donc il va y avoir deux femmes qui veulent fonder leur famille. Un couple, le mari, sa femme et la belle-mère. Et donc la belle-mère veut avoir son petit avis sur la maison, etc. Et le gars, il n'ose pas dire à sa copine, en fait, ma mère viendrait vivre avec nous. D'accord. Et elle est en mode, en fait, j'ai du mal avec ta mère, donc je suis pas trop d'accord avec ça. Et la troisième famille, c'est une des voisines qui est très très intrusive et vraiment elle a cette maison là en vue depuis très très longtemps. Elle est en couple avec un acteur déchu, mais l'acteur en fait il n'ose pas lui dire qu'ils ont des dettes colossales. Il a acheté une belle maison pour elle, mais il n'a pas de pub, il est un peu vieil acteur, donc il n'a plus trop de contrats, etc. Et elle continue à s'acheter des beaux sacs, des beaux vêtements et tout le tintouin. Mais voilà. Donc, et petit à petit, les trois familles vont s'introduire dans la vie des propriétaires pour essayer de les soudoyer, les faire vraiment donnez-nous la maison, c'est vraiment nous les mieux, etc. Et derrière, dans la famille des propriétaires, ils ont vécu un drame qu'on apprend petit à petit, etc. Et il y a les relations entre eux et les relations familiales qui sont un peu complexes, et notamment avec leur fille qui ne voit plus beaucoup, etc. suite à ce drame. Mais la série est vraiment bien faite. Bon, je ne m'attendais pas à cette fin, mais elle est bien faite. Ne nous dis pas la fin. Et cette maison est vraiment très, très, très jolie. Et voilà. Bien l'acheter, mais... T'es parti pour l'acheter Aussi, aussi. tu vas l'acheter. Eh ben, merci mesdames pour ce podcast et toutes les recommandations. Il y en a pour à peu près tous les goûts, je crois. On a fait un bon tour. Comme d'habitude, vous retrouverez tout ce dont on a parlé dans la description de ce podcast si vous voulez les références. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Salut.